Marielle Mathieu, je suis diplômée d'expertise comptable. J'ai à mon actif à peu près 17 ans d'audit en cabinet d'audit financier. J'ai été directrice comptable et fiscale d'un groupe de presse et je me suis spécialisée dans la RSE depuis un peu plus de 10 ans auprès du Club Développement Durable de l'Ordre des experts comptables, auprès de l'Académie des sciences et techniques comptables de l'Ordre des experts comptables. Et je suis membre de la chaire Positive Business de l'Université Paris-Nanterre. Le naturel, la référence à la nature, c'est une perception très humaine où l'homme se distingue de la nature en fait, considérant qu'il n'en fait pas partie. En fait, c'est toute la tragédie de l'Anthropocène où l'homme considère qu'il y a lui et puis il y a la nature. Donc, ce qu'il nomme capital naturel en ce moment. La nature, c'est un ensemble d'éléments inertes ou vivants. C'est un ensemble d'énergie, c'est un ensemble d'interactions, c'est une dynamique vivante. Donc, elle ne peut pas véritablement être définie. Elle n'est pas quantifiable en elle-même. Elle n'est pas cernable. On ne peut pas en définir un périmètre. Donc, l'idée de pouvoir la comptabiliser, déjà en soi, est difficile à appréhender. Donc, il vaut mieux cibler une action sur un des éléments de la nature que l'on veut, sur lequel on pense pouvoir agir, plutôt que de parler comme ça d'une manière très large de capital naturel dont de toute façon la définition ne sera pas la même d'une entreprise à une autre. Le terme de capital est à mon avis aussi en termes de comptabilisation, capital naturel, est utilisé de manière inadéquate. Le capital d'une entreprise, c'est un ensemble constitué pour créer cette entreprise, quel que soit le montant de ce capital. C'est un ensemble de constituants, un ensemble de moyens qui permet de lancer une entreprise, de lancer un projet, de lancer une idée et de la rendre créative de valeur, de la développer et de la personnaliser au sein d'une personnalité juridique que forme l'entreprise. Donc, le capital d'une entreprise appartient à l'entreprise. Je considère que ce capital n'appartient pas à ses actionnaires ou à ses associés. Les actionnaires ou les associés ont des droits dans ce capital, mais ce sont des droits qui sont conditionnés, c'est-à-dire qu'une fois l'entreprise créée, les associés ne peuvent pas décider le remboursement comme ça du jour au lendemain des moyens qu'ils y ont mis. C'est un droit conditionné à partir du moment où il est partie constituante de la personnalité morale que représente l'entreprise. Ce capital lui appartient et ne sera éventuellement remboursé aux associés et aux actionnaires, peut-être le jour d'une dissolution, qu'à condition qu'il y ait suffisamment d'actifs nets dans cette entreprise pour permettre ce remboursement. Les associés ne seront remboursés qu'une fois que toutes les dettes de l'entreprise seront réglées. Il y a dans certaines formes d'entreprises où les associés ne seront jamais remboursés de ce capital. Ce capital est une garantie pour les créanciers. Donc l'idée de dire on va créer un capital représentant la nature ou une quote-part de la nature, on va le mettre dans le bilan de l'entreprise, ça voudrait dire quelque part de s'approprier une partie de la nature en tant qu'entreprise, de se la mettre à son passif. Et puis finalement, si c'est un capital, il ne sera pas garanti pour la nature. Il n'y aura pas de garantie que ce capital va permettre à la nature de se développer puisqu'on le lui retire finalement. Quand quelqu'un naît, on dit souvent tiens, tu es né avec un bon capital santé. Mais il appartient à la personne qui vit avec. Et le capital d'une entreprise, c'est pareil. Et le capital de la nature, c'est pareil. Le capital naturel appartient à la nature, n'appartient pas à l'entreprise. L'entreprise peut prélever des éléments sur la nature, mais dans ces cas-là, elle emprunte, ou elle vole des fois.
mais elle emprunte des éléments, des constituants qui appartiennent à cette nature. Et là, oui, on peut imaginer, et c'est même certain, que du coup, cette entreprise a une dette vis-à-vis de la nature. Mais une dette voire même privilégiée, parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment primordial de protéger cette nature, la biodiversité, les ressources, etc. Donc, il y aurait beaucoup plus de force dans un bilan de constater une dette privilégiée envers l'environnement du fait de la dégradation créée par l'activité économique. Cette dette-là aurait beaucoup plus de valeur qu'une notion de capital. Déjà, le fait de comptabiliser quelque chose dans un état financier, c'est un constat juridique. C'est-à-dire que quand on passe une écriture dans un bilan ou un compte de résultat, on enregistre une créance, un droit, ou alors une obligation, une dette de l'entreprise vis-à-vis de tiers. Donc, le fait de constater comptablement un élément que l'on financiarise et que l'on monétarise et que l'on insère à l'intérieur même des états financiers, constate une responsabilité juridique, dans un sens ou dans l'autre. Le problème de la responsabilité juridique, c'est d'en définir le périmètre. Le périmètre géographique, le périmètre temporel. Quel est le début de ma responsabilité, à quelle date et jusqu'à quelle date? Le périmètre en termes de chaîne de valeur, jusqu'où moi je suis responsable dans mes achats, dans ma chaîne de valeur. Est-ce que c'est auprès de mon fournisseur direct, de mes fournisseurs, des fournisseurs de mes fournisseurs? Jusqu'à quel point je suis responsable? Et pareil lorsque je vends des produits ou des services. Donc ça, c'est une vraie discussion sur ce thème-là, ce périmètre de responsabilité. Il y a des entreprises qui disent « moi je suis responsable sur… j'émets des dégradations, je suis source de dégradation peut-être environnementale, mais je n'ai pas moyen d'agir dessus. » Même techniquement parlant, pas que moi, il n'existe pas de technique pour les éviter. Et d'autres vont dire « moi je suis dépendant d'un donneur d'ordre important qui va me donner un cahier des charges. » Et dans ce cahier des charges, je n'ai pas la maîtrise. Donc, suis-je responsable du contexte de ma production, de l'exploitation, alors qu'on m'impose des éléments, on m'impose des matières? Le fait de comptabiliser, on parle en général de dettes environnementales, alors je ne parle pas de dettes sociales qui sont encore plus difficiles à appréhender, eh bien, c'est constater une véritable responsabilité juridique au niveau de cette dette. Donc, ce qui peut poser problème et ce qui nécessite une vraie analyse à la fois juridique, mais une analyse contextuelle de l'entreprise. Parce que si elle n'a pas les moyens d'agir dessus, si elle agit, son exploitation dépend d'une demande générale, d'une demande collective de l'ensemble de la société, peut-être qu'il y a une mutualisation de responsabilités à envisager. Et effectivement, quand on parle d'impacts environnementaux, voire sociaux, je pense qu'on ne peut plus raisonner telle entreprise ou telle autre entreprise. Il faut vraiment raisonner dans un espace, dans un commun. Un espace où il y a tout un système autour, les fournisseurs, les clients, la collectivité au sens large. Le fait ensuite de proposer, comme certains font dans des propositions de compta dites environnementales, en général, ils proposent de modifier les états financiers. Au-delà de l'aspect de responsabilité, moi je pense que les états financiers en eux-mêmes, tels que le plan comptable ou même les normes IFRS, qui sont peut-être moins satisfaisantes sous plusieurs angles, mais a quand même le mérite d'avoir une logique propre. Et son existence permet d'éviter certaines déviances. Ça permet une comparabilité. Les états financiers sont quand même établis en fonction de principes comptables fondamentaux.
et de vouloir bouleverser ces principes comptables fondamentaux au titre d'imposer une action vis-à-vis de l'environnement, par exemple, est, à mon avis, un mauvais raisonnement. C'est un petit peu comme si vous vouliez monter un orchestre, que vous n'aviez qu'un violon, et que vous décidiez de ce violon ne me suffit pas, je vais le transformer en piano. Ça ne va pas résoudre votre problème. Vous n'aurez ni le son du violon, ni le son du piano. Là, c'est la même chose pour la comptabilité environnementale quand on décide de chambouler la logique actuelle financière. Finalement, qu'est-ce qui est le plus critiqué? Est-ce que c'est la comptabilité elle-même ou est-ce que c'est l'usage de la comptabilité? Est-ce que c'est l'outil qu'on doit critiquer ou est-ce que c'est l'utilisation déviante de cet outil? Pourquoi la comptabilité est critiquée? C'est parce que les financiers jusqu'à présent avaient tendance à utiliser essentiellement la notion de résultat financier, résultat comptable, comme curseur pour agir. Je pense qu'il faut quand même garder cette dimension financière parce qu'elle répond, parce qu'elle permet quand même de tramer un certain nombre, des relations économiques dans la société, mais la compléter par une information probablement monétarisée sur certains aspects, la compléter de façon à pouvoir mettre en concurrence cette valeur environnementale, pour l'instant de la nature environnementale au sens large, non prise en compte par rapport à la valeur financière. Parce que ce qu'on veut, c'est contrebalancer l'usage des éléments financiers et pas complètement chambouler ces éléments financiers qui, encore une fois, ont leur propre logique et utilité fondamentale aussi. Lorsqu'on parle de valeur, il faut joindre à cette valeur un objectif. On valorise pour quelque chose, on valorise pour une utilisation, pour un but donné. Par exemple, l'administration fiscale, elle va valoriser un immeuble en valeur locative pour assurer une taxe. Dans une SCPI, cet immeuble il va être valorisé en valeur de réalisation. C'est en quelque sorte en valeur de vente. Un acquéreur, il va valoriser un immeuble en valeur d'acquisition, il va y intégrer un certain nombre de frais. Pour une entreprise, c'est pareil. Le bilan d'une entreprise, il est arrêté dans une perspective de continuité d'exploitation. Une entreprise qui se rapproche d'une date de dissolution, quelle qu'en soit la raison, le bilan va être valorisé en valeur liquidative. Donc on va revoir les valeurs qui sont comptabilisées. Donc on ne peut pas parler de valeur sans parler d'objectif. Qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi on va valoriser? En matière environnementale, pour valoriser les éléments liés à la dégradation environnementale, alors sociale c'est encore plus difficile, l'idée ça va être d'affecter une valeur à ces éléments pour l'instant non pris en compte dans les états financiers, de façon à les rendre concurrentiels aux valeurs financières et intégrer un processus de décision. Il faut donc que cette valeur soit une valeur de décision, une valeur de dissuasion ou une valeur qui va inciter à l'action. Le plus intéressant, c'est la valeur qui incite à l'action. En matière financière, pour inciter à l'action, il faut prouver que la propension de polluer ou de dégrader un milieu environnemental ou les ressources, cette propension-là est plus impactante que le coût que l'entreprise devrait mettre en œuvre pour limiter cette dégradation environnementale ou pour la réparer. Donc, il faut arriver à trouver un consensus sur cette valeur qui permettra de dire à l'entreprise, vous pouvez, il vaut mieux investir, il vaut mieux organiser toute son exploitation en faveur du maintien environnemental, parce que si vous ne le faites pas, le profil de votre entreprise, son image, va être encore plus dégradée
que la charge qui pourrait éventuellement impacter votre résultat financier. Donc ce sera une valeur consensuelle. Et cette valeur, elle devrait être, à mon avis, exogène à l'entreprise. Ce doit être une valeur qui définie par une collectivité ou par une réglementation qui, finalement, quelque part, représente une collectivité. Elle doit être définie dans un commun culturel, c'est-à-dire qu'un élément n'a pas la même valeur dans un ensemble culturel donné par rapport à un autre. Donc, la valeur sera définie par rapport à un périmètre géographique et culturel et de manière exogène, de façon à ce que ce ne soit pas à l'entreprise elle-même de s'auto-évaluer sa valeur. Le fait ensuite de définir une valeur globale qui est quelque part l'esprit de la valeur tutélaire carbone, au-delà d'une utilisation potentiellement fiscale à terme, l'idée c'était quand même de dire il faut que cette valeur incite à l'action. Il faut que l'inaction apparaisse comme plus dommageable que l'action en réparation. Donc que cette valeur soit indépendante aussi de toute spéculation, qu'elle soit donc encore une fois imposée et pas forcément à destination d'un marché. Même le plus loin possible d'une idée de marché ou d'échange. Donc en conclusion, peut-on comptabiliser le capital naturel? Eh bien, à mon sens, non. La notion de capital naturel n'a pas de sens dans la comptabilité financière, même dans la comptabilité au sens large d'une entreprise. Je pense que si vraiment on veut intégrer, et il faudra le faire, la notion de dégradation environnementale dans les états financiers, parce qu'elle est totalement sous-estimée, on est d'accord. La notion de dette, c'est une dette. C'est beaucoup plus impactant de constater une dette privilégiée même que une écriture relativement virtuelle de capital adossée à un actif qui n'existe pas non plus. Le fait de vouloir comptabiliser des éléments liés à l'environnement dans les états financiers, ça conduit à la constatation d'une responsabilité, puisqu'on comptabilise par exemple ou une créance, mais en général ce serait plutôt des dettes. Donc une responsabilisation actée, juridique de l'entreprise. Et c'est vrai que tout le dilemme actuel, c'est de définir ce périmètre de responsabilité, ça clairement. Ça nécessite une analyse complète de la chaîne de valeur, une analyse complète du business model et des relations avec les tiers, avec les parties prenantes et avec les donneurs d'ordre. Et aussi la relation au sein d'un groupe, relation mère-fille notamment. Donc ce sont des analyses juridiques. Quant à la valeur de cette dette, alors tant qu'on n'a pas une injonction juridique et réglementaire pour le passer dans les comptes, on peut quand même approcher les impacts environnementaux, qu'ils soient bénéfiques ou dégradants, par une comptabilisation complémentaire aux états financiers, mais qui pourrait mettre en concurrence cette valeur de la dégradation, de cette valeur des impacts environnementaux, la mise en concurrence avec la valeur financière. Parce que finalement, l'intérêt de cette valorisation, c'est de susciter l'action. Et l'action en diminution des dégradations, bien évidemment. Pour susciter l'action, il faut qu'il y ait une concurrence de montants. Donc, l'idée n'est pas d'affecter un prix à l'usage des services environnementaux ou des biens environnementaux, au prélèvement de matières qui ne sont pas du tout comptabilisées pour l'instant dans les comptes. Ce n'est pas un prix, c'est une valeur quelque part sociale, sociétale, une valeur d'acceptation sociale, mais qui est exogène à l'entreprise. Ça aurait beaucoup plus de poids que ce soit une valeur qui soit collectivement définie, peut-être au niveau de l'État, en disant voilà, on va affecter tel type de valeur au CO2 ou à la biodiversité ou à tel marqueur potentiel et que cette valeur soit
affectable à toute entreprise, quel que soit le secteur, quel que soit, voilà. Donc cette valeur affectée aux éléments environnementaux pourrait, et exogène, aurait une qualité de standard, de référentiel. Et si on ajoute à ça une comptabilisation potentielle en disant, ben voilà, à chaque flux financier, j'y affecte une valeur. Et là, on étiquette les flux financiers d'une propension à dégrader. Et à mon avis, ce serait très incitatif pour les entreprises, à partir du moment où il serait préférable pour elles d'engager un certain nombre de frais, d'investissement, de réorganisation, même si financièrement ça leur coûte des efforts, plutôt que de conserver cette propension à dégrader. Donc tout est dans cet équilibre, ce rapport de force entre cette valeur non monétaire que l'on va étiqueter sur la valeur monétaire.